Ça tourne? Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 4 mai. Le 4 mai, on va faire un tour du jardin. L'objectif, c'est de faire une vidéo longue où je vais vous partager plein d'informations donc sur ce jardin, sur l'entretien, le développement d'un jardin en permaculture qui fait moins de 800 mètres carrés avec tout un tas de végétaux qui sont agencés dans cet espace. Dans l'idée, en fait, l'objectif, c'est de faire une vidéo de ce type qu'on fera plus ou moins. J'aimerais faire un direct là en mai avec YouTube et que vous puissiez poser des questions en direct sur ce que vous voyez ici et je répondrai au maximum de mes connaissances sur les éléments que vous pouvez voir, que ce soit au niveau des plantes, du design, du potager, etc. Alors cet espace qui fait de moins de 800 mètres carrés, comme j'ai dit, on va se lancer. Là, je vais vous parler un peu des végétaux et on va faire le tour du jardin, une vidéo longue. Là, vous voyez déjà qu'est-ce qu'on voit premièrement ici, c'est un hou Ilex aquifolium. Alors le hou ici, qu'est-ce que je fais, c'est que je le taille. Ici, il y a un entretien, je taille quand même les végétaux. Il faut les tailler. Pourquoi? Parce que sinon, il y aurait des grands arbres qui prendraient le dessus et j'aurais moins de diversité végétale. Alors pour avoir autant de végétaux, je suis obligé, entre guillemets, d'appliquer une gestion avec de la taille. Là, l'Ilex aquifolium, il va nous offrir des services. Chaque plante nous offre des services, a des intérêts. Là, par exemple, vous avez les baies rouges. J'avais vu au jardin Marseille, il y avait des merles qui venaient les manger. Aussi, les feuilles, auparavant, elles étaient utilisées dans la pharmacopée, c'est-à-dire que on s'en servait pour la toux, pour calmer les problèmes de toux. Et le bois était utile aussi pour faire des manches d'outils. Là, on a un buis. Autre plante utile, le buis Buxus ampervirens, pareil, que je taille. C'est un bois noble et c'est un bois noble qu'on peut utiliser par exemple pour faire des manches d'outils ou des manches d'outils de cuisine. Si juste au-dessus, je l'ai montré déjà plusieurs fois dans d'anciennes vidéos, c'est quoi? C'est un mûrier platane, un Morus cagayame ou Morus bombici, c'est un mûrier platane pleureur. Et là, il va nous offrir des mûres bientôt. Ce qui est bien, c'est que vous avez un seul tronc qui est juste derrière. Et ce tronc, il nous offre tout du long ces murs. Au printemps, c'est rempli de murs, c'est excellent. On marche et on en ramasse à droite à gauche. Et vous savez qu'en permaculture, c'est un élément qui remplit plusieurs fonctions. Et chaque fonction qui est remplie par plusieurs éléments. Alors un élément qui remplit plusieurs fonctions, vous avez par exemple le mûrier ici, il a plusieurs fonctions. Et il a une fonction premièrement d'ombrage, c'est-à-dire que il va nous offrir de l'ombre pour cet espace l'été qui est appréciable. Et juste au plus loin là-bas, vous verrez, on a aussi la serre et il emmène de l'ombre de la fraîcheur, pardon, dans la serre juste à côté. L'été, c'est appréciable. Aussi, il nous offre autre fonction à manger et encore une autre. Les feuilles nous servent de paillage qu'on va mettre sur les parcelles de culture. Les parcelles de culture, d'ailleurs, vous voyez que on a et vous verrez qu'à droite à gauche, quand j'ai du paillage ici, c'est que c'est des parcelles de culture où je plante des légumes. Au passage, partout où on peut mettre aussi des petits fruits, framboises, cassis, groseilles. Ça nous permet de diversifier les productions. Au niveau des matériaux utilisés pour un esprit naturel, qu'est-ce qu'on a? Vous avez par exemple de la pierre, vous avez du bois qu'on peut trouver au travers de souches retournées. Là, ça c'est assez esthétique. On retrouve aussi du métal. Le métal, on le retrouve dans la nature. Là, il est plutôt travaillé avec un pot et des végétaux, bien sûr, tout ça agencé de manière harmonieuse. Alors là, on voit pour le petit côté artistique, et c'est mon père qui a meulé la pierre et qui a exprimé sa créativité. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un palmier. Le palmier, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'infractuosités ici. Ça va faire des habitats aussi pour les insectes, des insectes auxiliaires qui vont pouvoir nous aider au jardin. Et dessus, je laisse pousser le lierre. Le lierre, c'est pareil, il a des services, il nous offre des services, il a des utilités. Si j'ai un arbre avec une écorce toute lisse, de laisser le lierre dessus, ça va faire les habitats pour les insectes qui vont pouvoir se nicher, se loger à l'intérieur des infractuosités qui seront créées par le lierre. Et de plus, il offre une pollinisation qui est très appréciable pour les abeilles à l'automne, où les abeilles, elles ont un peu moins de fleurs à l'automne, le lierre, il en offre. Aussi, il a de la saponine. La saponine, c'est un peu comme un moussant et on peut l'utiliser pour faire de la lessive. Donc là, on voit que
Au lieu d'avoir juste une plante, on en a deux imbriqués qui offrent encore plus de services. Hein. Donc 1 et 1 est mieux que, ça fait pas 2, ça fait 3 presque. Hein. Là, c'est pareil, je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. C'est la prêle l'Equisetum. Ici, c'est pas la prêle des champs, c'est pas l'Equisetum arvense, c'est l'Equisetum japonicum yemal. C'est la prêle japonaise en fait. Hein. Ce que j'adore, c'est qu'elle apporte de la géométrie. Vous voyez avec ces lignes droites, sa structure allongée. Je vais vous montrer d'autres géométries juste derrière. C'est marrant, elles sont à côté. Là, on a vraiment les lignes droites et derrière, vous verrez, on a les spirales. Juste avant. Pourquoi elle est utile? On peut faire avec la prêle des champs aussi, l'arvense, du purin de prêle, où on va s'en servir pour lutter contre les maladies cryptogamiques, c'est-à-dire que si vous voulez éviter des maladies de champignons qui attaquent vos tomates, par exemple, on peut faire des pulvérisations à base de prêle et la silice qui va aider en antifongique. Aussi pour les bracelets ou les pièces en métal, vous pouvez les faire briller en frottant de la prêle dessus. Et là, venez voir, vous allez voir, c'est vraiment génial, c'est super beau. Voilà la magnificence de la nature, la beauté de la nature. Regardez-moi ça, là, c'est génial, c'est vraiment l'émerveillement du printemps où on voit la fougère là qui nous offre de la géométrie, qu'on retrouve par exemple dans la suite de Fibonacci, le nombre d'or, des constantes mathématiques universelles qu'on retrouve, que ce soit dans le microcosme ou le macrocosme. Vous retrouvez ces formes avec des rapports de proportion hein, qui sont harmonieux, qu'on retrouve par exemple dans le brin d'ADN, dans les vortex, la spirale de la galaxie. Et on peut utiliser ça aussi pour faire des designs en permaculture dans l'agencement de l'espace. Ah ouais, celle-là aussi géniale. On voit les euphorbes, je vous les avais montrées il y a 2 mois si vous vous souvenez. Elles étaient en fleurs. Alors vous imaginez, c'est une des premières floraisons comme je vous le disais. Elles sont encore en fleurs 2 mois après. C'est vraiment un plaisir. Juste devant, je l'avais montré aussi une autre fois, mais je vous la remontre là, c'est le printemps. Je suis super content. En fait, tout se réveille, donc ça nous offre du bien-être et on est toujours content le printemps d'avoir la nature qui nous offre toute cette beauté, tout ce bien-être. Et là, c'est la valériane Centranthus ruber. Et aussi, elle a les feuilles comestibles. Attention, parce que toutes les plantes ne sont pas comestibles, hein, ou on peut avoir des problématiques parfois. En fait, quand on a un doute, ah ça j'ai déjà cassé hier, donc hop. Quand on a un doute, il faut s'abstenir. Hein, si on ne sait pas si la plante elle est comestible ou non, on s'abstient. On faut faire attention parce qu'il y a certaines plantes, bien sûr, qui peuvent être toxiques hein, et qui peuvent nous créer des problématiques. Là, par exemple, le Forbia caracas, qui est hyper esthétique, hein, elle a aussi un suc. Attention, ce suc blanc là, il faut pas le mettre sur la peau ni les yeux parce que c'est très irritant, ça peut être mauvais et pour les yeux aussi. Attention aux enfants. Hein. Plante utile. On voyait un lierre là-bas. Ici, on a un autre lierre esthétique. Je vais vous le remontrer là-bas qui est bicolore. Et à côté, qu'est-ce qu'on a là? C'est une agave. L'agave, ici, c'est l'agave americana. L'agave américaine, on a l'agave bleue qui fait de la tequila aussi. C'est pas celle-ci, c'en est une autre. Hein. Ici, ceux qui connaissent, c'est le fragon petit hou, Ruscus aculeatus. Alors le fragon petit hou, c'est pareil, c'est une plante qu'on trouve dans la forêt, dans la nature. Ici, il y a les végétaux, ils sont associés. Vous avez des végétaux esthétiques, vous avez des fruitiers, vous avez des arbres, des arbustes, des arbrisseaux, des grimpantes, des rampantes, des végétaux plutôt ornementaux et des végétaux aussi sauvages. On associe toutes ces différentes plantes de manière harmonieuse. Et là, celle-ci, le fragon petit hou, qu'est-ce qu'il peut nous offrir? Il y a ces petites boules rouges esthétiques, mais attention, il y a une partie de ces boules qui sont toxiques, donc il ne faut pas les manger. Mais là, les anciens, ce qu'ils faisaient, c'est que les nouvelles pousses, ici, les pousses tendres, ils les récoltaient comme des asperges et ils les consommaient comme des asperges, en fait, hein, du fragon petit hou. En fait, la nature, quand on la connaît, elle peut être utile pour se soigner, pour manger, pour le bien-être du cœur aussi. Là, qu'est-ce qu'on a? C'est du thym. Vous voyez les plantes condimentaires qui sont aussi agencées avec les autres végétaux. Oui, ici, je dis souvent, vous avez un champignon,
un champignon de pierre pour le côté esthétique. Et celui-là, si on le mange, attention, on se fait mal aux dents. Quoi, hein. Autre végétal que j'entretiens, pareil, tous les ans, je mets un coup de cisaille. Là, il est à peu près à sa taille. Je veux pas qu'il monte plus haut, donc c'est sa taille définitive et je mets un coup de cisaille là tous les ans. Qu'est-ce que vous avez ici? Là, c'est la baie de Guenièvre, c'est le Juniperus communis avec les fameuses baies qu'on va mettre dans la choucroute. Hein, et on peut faire des huiles essentielles aussi avec. Et là, qu'est-ce qui pousse dessus? C'est la fameuse ronce. Pareil, je pourrais la couper et dire ah, attention, il y a une ronce qui pousse, c'est sale et tout ça. Ben non, si elle est là, c'est qu'elle est bien. Et tous les ans, elle m'offre aussi des murets. On a la serre derrière. Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à montrer. On a la serre derrière ici. J'ai un cycle de rotation sur 4 ans où ma serre, tous les ans, je la change d'endroit. J'y mets plutôt les légumes qui ont besoin de beaucoup de chaleur au printemps. Et bien sûr, l'intérêt de la serre, c'est que on va avoir des légumes qui vont profiter de plus de chaleur au début du printemps. Voire, on pourra faire des cultures d'hiver aussi. Et je vais vous montrer à l'intérieur ce que j'ai. Juste avant, devant, j'ai un noisetier, le noisetier Corylus avellana. Pareil, je le taille. Il faut savoir que bien sûr, il y a ces noix qui sont super bonnes pour nous. Et aussi, ceux qui étaient en galère de tabac à l'époque, qui fumaient aussi ces feuilles du noisetier. Ah, le chat, il est là. C'est Net. Ça va, Net? Et allô, Net, ça va? Et c'est le chat, le pacha. Alors lui, sa vie, c'est se balader, manger, dormir. Il chasse pas trop, hein, mais bon. Ici, les oiseaux, on les aime bien, donc faut pas trop qu'ils chassent. Les oiseaux, ça va, il le fait pas. Qu'est-ce qu'on voit dans cette serre ici? J'ai mis des tomates, j'ai des poivrons, des piments, des aubergines. Je mets des salades partout où c'est possible. Et avec les tomates, c'est bien connu. Et j'associe avec les œillets d'Inde, Tagetes, les Tagetes patula. Et donc, en fait, pour éviter que les nématodes, c'est des petits vers, ils viennent attaquer les racines de mes tomates. Il faut que je continue de mettre des tuteurs hein, pour qu'elles puissent se guider dessus. Alors, la serre, il y a des avantages et des inconvénients. On pourra en parler dans le direct si vous voulez. Il y aurait plein d'autres choses à dire. Même sur le paillage, on pourrait raconter beaucoup de choses. Hein. Juste rapido, là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que cette serre, ça fait 5 ans que je l'ai. Je l'apprécie parce que, faut dire que c'était un bon rapport qualité-prix, hein, on va dire. Hein, mais j'avais pris une bâche pas trop fine pour qu'elle me dure assez longtemps. Mais le problème, là, il est apparu, il commence à apparaître au bout de 5 ans sur les zips. Là, il commence à s'abîmer et donc... problématique parfois pour ouvrir la serre, c'est pour ça qu'au fond je l'ai pas ouvert totalement parce que le zip il est abîmé là. Voilà, c'est un des problèmes. Ah le forme là, vous voyez derrière ça c'est, on a les floraisons hein, qui commencent à apparaître. Hein, le printemps, déjà ça s'échelonne. On a déjà en fait des floraisons qui ont disparu, d'autres qui apparaissent. Ça se succède comme ça. On a une succession de floraison et on voit derrière, on va aller le voir de plus près, le céanote, Ceanothus tirciflorus, qui est en fleur, qui a un odorat super, là, ça sent super bon. On va voir ça après, juste derrière le sureau. Juste ce que je voulais montrer ici, c'est un tuyau en argile, c'est de l'argile cuite. Alors c'est Pierre, un ancien stagiaire qui m'en a offert 3, merci beaucoup Pierre. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un tube en argile, c'est du grès de l'argile cuite. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le remplit de roches volcaniques, de basalte. On remplit de basalte et dans le basalte, il y a des oxydes de fer. Et ces oxydes de fer, quand ils rentrent en interaction avec le champ magnétique naturel terrestre, ils vont créer un autre champ magnétique localement. Je m'explique. Ce tube, on remplit donc de basalte, comme je l'ai dit, hop, en entier, ok. Le champ magnétique terrestre, il vient ici des montagnes, il vient du sud géographique, il va vers le nord. Donc en fait, il va taper cette tour. Hop, en la tapant, ça crée une interaction et ça crée une bulle magnétique vers le nord principalement. Hein. C'est pas que vers le nord géographique, mais principalement vers le nord géographique. Et donc ça permet d'entrer en interaction avec la vie, avec les plantes, ça les stimule aussi. On sait que les champs magnétiques interagissent avec le vivant et est bénéfique aussi pour le vivant. On sait aussi que le champ magnétique naturel terrestre, il a tendance à diminuer ces dernières décennies. Hein, donc ça a des interactions avec la vie qui peuvent être en fait, les plantes, elles ont besoin aussi du magnétisme naturel terrestre. Hein. Donc pour pallier à la baisse
du champ magnétique global. Nous, localement, on crée des champs magnétiques localement avec ces petites tours. Je vous ai montré dans le jardin, j'en ai posé 2 en mode cathédrale, vous allez voir ça. Ah oui, il y a ça, la petite maison. Alors ça, c'est mon père qui a fait pour le côté, c'est la maison de l'esprit du jardin. Et là, il y a un petit, si quelqu'un a un nom, trouverait un petit nom pour le petit habitant, le petit être de la maison. Salut, c'est moi. Ouais. Voilà, donc c'est ouais, l'esprit du jardin, quoi. Avec, on utilise bien sûr des matériaux, c'est les galets locaux, les galets de l'Adour pour l'esprit local, on va dire. La serre qui nous offre beaucoup de services aussi, hein. On a la serre qui va nous permettre, elle est contre la maison, de chauffer un peu moins l'hiver, aussi de faire les semis. On va les voir, on a les semis à Richard là-dedans, j'ai planté ces tournesols géants. On peut mettre le bois à l'abri aussi et on pourrait y faire pousser des cultures. On va aller voir ça, on va aller la voir juste en suivant. Avant d'aller voir la serre, j'aimerais vous montrer, oui, parce que dans la serre, j'aimerais m'excuser parce que j'avais mis, c'était il y a 2 ans ou je sais plus, j'avais mis, je crois que c'était il y a 2 ans, ma vigne dans la serre. Alors j'étais super content parce qu'elle poussait bien et tout ça, elle prenait bien la place. Je l'avais mis à l'intérieur de la serre et j'avais le choix de la mettre soit dehors et qu'elle pousse sur le toit, soit dedans et qu'elle pousse à l'intérieur. J'avais choisi à l'intérieur. Et j'étais super content, ça poussait bien et tout, il y avait des raisins. Mais le problème, c'est que le raisin, il n'arrivait pas à maturité. Il y avait un problème, il n'arrivait pas à maturité. Donc, je me suis dit que ça pouvait venir du fait que il avait trop chaud dedans. Alors, ce que j'ai fait, donc je tiens à m'excuser parce que j'avais fait un peu la pub de mon raisin en intérieur, que j'étais super content et tout, mais du coup, c'est pas si bien que ça. Je l'ai enlevé de l'intérieur. Et là, dans l'idée, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait pousser du lierre sur le Camairops excelsa, sur l'autre palmier là-bas. Ici, je vais y faire pousser la vigne, qui devrait pas avoir le même problème qu'en intérieur, et elle va monter sur le palmier. Ça va nous permettre, on a déjà le tuteur entre guillemets, d'avoir une production supplémentaire et d'optimiser l'espace. Et il y a mon père qui veut passer, vas-y. Et ouais, il y a pas de souci, on filme juste là. Là, c'est le fameux céanote. Alors, en fait, quand vous mangez du miel, quand vous mangez un pot de miel, quand vous sentez ça, c'est comme si vous prenez une louche de miel et que vous en mettez partout là. Et c'est ça en fait, c'est vachement, hein, ça sent super bon, je l'adore. Ceanothus tirciflorus. Et hyper mellifère aussi, les fleurs, ça attire les pollinisateurs, hein. Quand vous avez des pollinisateurs dans votre jardin, ils vont venir aussi sur vos légumes, ils vont venir sur vos fruitiers, ils vont polliniser, ils vont aider à avoir de la productivité, entre guillemets, à aider la formation des légumes, hein, des fruits. Et bien sûr, plus on augmente la diversité floristique dans un jardin, plus on va augmenter aussi la diversité faunistique, hein, donc ça va de pair. On va aller voir, ah oui, hein, là, juste, ah oui, ouais, on a plus beaucoup de batterie apparemment. Ça c'est pas de souci avec le Covid, hein, on se pose pas de questions. Salut, ça va? Ça fait du bien aussi de serrer les mains, quoi. Ça manque, quoi. On l'a vu, elle. Juste là, ici, la batterie elle est rouge là ou ça va? Ça va? Ici, on a les fameux. Donc dans la serre, ça c'est les tournesols de Richard. Donc Richard, champion de France 2019-2020, plus grande tête de tournesol en perma-électroculture. Là, il m'a donné des graines. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que vous voyez, je les mets je récupère des bouteilles, je les mets à l'intérieur de bouteilles. Pourquoi? Parce que avant de les planter en extérieur, passer les seins de glace, quand il n'y a plus de risque de geler, je les fais partir en intérieur pour gagner un peu de temps. Et le fait qu'ils soient dans des bouteilles, il va permettre de développer la racine pivot. Et en fait, après, ils vont mieux se développer. Ils ont plus d'espace pour développer leurs racines. Et quand je vais les mettre après dans la terre, passer, voilà, le sein de glace, c'est aux alentours du 10 mai, plus ou moins, 10, 11, je sais plus exactement. Je les plante, hop, je monte la terre le plus possible au niveau des feuilles. Comme ça, en fait, ça va permettre qu'ils se rigidifient un max. Et puis, il va être bien gros comme ça. Et puis, pour qu'il pousse le plus haut possible, qu'il soit le plus gaillard et avoir des plus grandes têtes de tournesol possible. Voilà, là, j'en ai pas mal. On va faire pas mal d'expériences cette année au niveau des tournesols.
Alors là, ce qui serait top pendant le direct, vous voyez, c'est que mon ami, il voit, ah oui, on a une belle vue là aussi. Mon ami, il voit défiler les questions et puis au fur et à mesure, voilà, quand je discute, ça peut être assez interactif et sympa de pouvoir interagir et répondre en direct à vos différentes questions. On a, ah oui, ça c'est joli aussi, c'est sympa pour le côté esthétique. Vous voyez, le faire dans un jardin, ça peut apporter un plus. On a, ah oui, la fameuse fendeuse. Là, j'ai un groupe qui est venu tout à l'heure, donc j'ai fait une petite visite du jardin. On a fendu un peu de bois. Je pourrais en fendre, pourquoi pas en direct, ça pourrait être marrant de vous montrer ça. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est avec un ami, on a construit cette fendeuse. Je l'ai montré plusieurs fois en vidéo. Là, le fait que je sois à côté, ça permet de se visualiser un peu la dimension de la structure. Vous voyez, c'est que ici, on a récupéré 2 ressorts de voiture et qu'on a soudés. Et puis, on a ici une tige filetée qui permet de maintenir les 2 barres ensemble avec un système de boulonnage. Et là, les doubles ressorts vont monter la barre, 30 kg ici, avec l'engin pour fendre, et ce qui permet de fendre du bois sans trop forcer. Pourquoi pas en direct tester un truc, je vous montrerai les avantages et les inconvénients, parce qu'il y a aussi des inconvénients, mais c'est quand même pas mal. Nous, on s'en sert beaucoup en hiver, ça permet de pas forcer, de fendre et de fendre du bois. Et de montrer qu'on peut faire des machines aussi où on économise on n'a pas besoin en fait là de pétrole ou d'électricité pour fendre le bois. Et on s'économise nous aussi. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit, voilà, en permaculture, la permaculture, donc permaculture qui vient de permanente et culture, donc développer une culture permanente, une agriculture permanente, des sociétés, des agroécosystèmes qui n'épuisent pas la planète et qui soient durables. Pour ce faire, on a 3 éthiques de base, et c'est prendre soin de la nature, prendre soin de l'homme et redistribuer les surplus générés. Et autour de ces éthiques de base, on a des 12 principes de conception qui permettent de développer ces fameuses sociétés durables. Parmi ces principes de conception, on a aussi ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si on veut des productions qui nous permettent d'être résilients, il faut aussi diversifier les types de production. C'est pour ça que ce que je vous montre là, c'est que dans ce que nous offre la nature, on a différents types de plantes. Et là, je vous ai monté des petits fruitiers avec cassis, groseille, framboisier aussi. Et là, on a des arbres aussi carrément fruitiers. Ah, ça, c'est le train. C'est le train qui passe. On a des arbres fruitiers ici avec un pommier que je guide d'une manière spécifique que je vais vous montrer. Petite parenthèse, ici voilà, on a la route à côté, on a le train juste là, on a l'aéroport pas loin. Alors je dis souvent, il nous manque plus que les bateaux et on a la totale quoi. Voilà, mais ça montre aussi qu'on peut créer des petits oasis de biodiversité dans des contextes qui à la base sont plutôt difficiles. Si je reviens à mon pommier ici, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que je vais lui mettre des poids. Enfin, j'aimerais le faire en fait. Comment dire, j'ai parfois plus de choses à faire que de temps disponible, donc il faut sélectionner, il faut prioriser qu'est-ce que je fais ou pas. Mais j'aimerais bien, dans l'idée, mettre des poids, vous voyez, pour faire un système de gobelet où les branches, je les incline comme ça, ok? Et en fait, le fait de mettre un poids là, par exemple, je le laisse 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend, et la branche, elle va durcir et après elle va garder la forme et je pourrai enlever le poids et l'arbre il aura gardé la forme voulue. Donc du coup pour ramasser les pommes ce sera plus facilité et j'aurai le centre qui sera sans branche, donc la lumière pourra bien rentrer dedans. Alors je sais qu'on peut développer des fruitiers aussi où on ne les taille pas, mais ici comme je l'ai dit précédemment, si je taille pas, j'aurai que des grands arbres qui vont me limiter l'ensoleillement en dessous et donc j'aurai un milieu trop ombragé. On voit pareil, vous voyez, j'ai plein de végétaux en dessous. Par exemple aussi, on peut voir des végétaux qui nous font du bien par le toucher. Parce que le jardin, comme je le dis souvent, c'est les 5 sens, c'est même les 6 sens. C'est les yeux, c'est le nez, c'est la bouche, c'est le toucher, c'est ce que j'entends, les oiseaux qui me font du bien, qui me bercent. Et là, sur le toucher, voilà cette belle plante, elle est pierre laineuse, la Stachys byzantina, qui est toute douce. Je vous ai montré d'autres des plantes douces. Ben, ça me fait du bien en fait, ça me nourrit intérieurement. Et le 6e sens, c'est le langage du cœur, c'est l'intuition. C'est voilà, on est connecté avec notre jardin. On n'est pas les plantes, c'est pas des meubles, c'est des êtres vivants. Et il faut faire preuve de sensibilité avec les plantes, avec son jardin, avec la vie qui est dans notre espace. Et on est en lien comme ça.
ouais, voilà, c'est une sorte de communion avec, avec son jardin. Toujours pareil, vous voyez le feuillage esthétique là, et puis d'où la cinéraire maritime, Senecio cineraria, donc une plante de la famille des Astéracées qui est super belle par son feuillage. À côté, le lilas Syringa vulgaris, quand il est en fleur, on peut planter les pommes de terre. Toujours sur le feuillage, tant que j'y suis, on a ici le fusain doré, Euonymus fortunei, qui supporte très bien la taille et avec son feuillage doré esthétique, et le cher. Ah, j'adore le cher. Regardez-moi cette beauté de la nature, quoi. Eucher, Euchera, qui bicolore comme ça. Voilà, pareil, l'Elaeagnus ebengei, qui a des fruits comestibles, petits fruits comestibles qu'on peut consommer. C'est pas les fruits les plus exceptionnels du monde, mais ça se mange. Regardez là, pareil, bon, on est sur la fin de la fleur, pas la fin totalement, mais le Robinia pseudo-acacia, super bon, on fait des beignets d'acacia, ça sent super bon, c'est hyper mellifère, il y a plein d'abeilles qui viennent polliniser au printemps. En plus, c'est un très bon bois classe 4, on peut s'en servir pour faire des piquets, des structures en extérieur, c'est super. Là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a de la végétation spontanée. Je laisse la végétation spontanée, elle a une part dans le jardin aussi, il faut la laisser s'exprimer, se développer, et elle est un peu vagabonde. Là, qu'est-ce qu'on voit? On a la Chélidoine, Chelidonium majus. C'est une plante qui est dite alors je vais raconter un peu ma vie, mais c'est une plante qui est dite un peu verrue. Vous voyez, elle a un suc jaune comme ça. Alors moi, j'avais des verrues sous les pieds. J'ai mis un moment à m'en rendre compte, mais j'avais plein de verrues sous les pieds, des verrues creuses. Et alors quand j'ai découvert ça, j'étais un peu blasé, quoi, normal. Et donc j'avais testé avec ça, je m'en mettais sur une ou deux ou trois pour voir. Et c'est vrai que ça les faisait sécher, fallait en mettre un peu tous les jours. Mais c'était quand même très long. Et bon, franchement, voilà, j'avais envie de m'en débarrasser. Donc je suis allé voir une magnétiseuse, et la magnétiseuse, en une semaine, elle m'a tout fait disparaître les verrues. Voilà, maintenant, elle, c'est la Chelidouine, la plante aussi anti-verrues. Juste, parcelles de culture, pareil, comme je dis, dès que vous voyez un peu de matière organique sur la terre, c'est que c'est des parcelles de culture. Là où j'ai mis, vous avez des salades, vous avez ça c'est de la topinambour, et ici c'est du chou kale. Alors le chou kale, il monte en hauteur, et puis on va couper les feuilles comme ça au fur et à mesure pour les manger. Alors ouais, ici c'est un bon exemple qui montre que qu'est-ce qui se passe dans le jardin. Il y a des êtres vivants, et il y a aussi des oiseaux qui viennent. Les oiseaux, ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont malins, c'est que le soir, ils arrivent, ou le matin, ils gratouillent comme ça. Pourquoi? Parce que qui dit paillage, dit verre. Le paillage, ça va nous permettre de protéger le sol, ça va protéger la vie du sol, et la vie du sol, elle va nous permettre d'aggrader la terre, d'améliorer ses propriétés. Les vers, je fais une parenthèse, mais le ver de terre, par exemple, on sait que il va nous permettre de faire des galeries dans la terre. Ces galeries vont permettre à l'air et à l'eau de mieux circuler. Dans ces galeries, le ver, il va tapisser d'un mucus qui est azoté. L'azote, ça aide à faire pousser les plantes. Aussi, certains vers, ils ont des glandes qui sécrètent en partie du calcium, qui vont apporter donc ce calcium dans le sol. Et les oiseaux, ils sont malins, ils arrivent, ils veulent manger, ils sont comme nous, ils ont faim aussi, à des moments. Ils arrivent, ils gratouillent, ils attrapent un ver. Mais en gratouillant, parfois, quand j'ai des petites salades comme ça, ils les recouvrent. Donc en faisant le tour, bon là, vous voyez, j'ai pas de salades qui ont été abîmées, mais des fois, en faisant le tour, je dois un peu enlever ce que les oiseaux m'ont mis dessus. Et je pourrais me dire, ah mais bon, ces oiseaux, ils me font chier là quand même, mais ils pourraient laisser tranquille mes salades. Mais en fait, le jardin, c'est aussi accepter que il y a une part de non-contrôle, et on est aussi avec de la vie qui interagit dans notre espace. On ne peut pas tout contrôler, et c'est aussi accepter que parfois il y a un peu de nos cultures qui sont endommagées, par exemple. Et de plus, je sais que les oiseaux, ils ont aussi des vertus. Ils vont, par exemple, on le sait, fertiliser par les déjections, ou aider la croissance des végétaux par leur chant. Regardez cette magnifique beauté, l'iris là. L'iris qui nous offre de la géométrie, des couleurs. Super beau. On parlait de géométrie tout à l'heure avec la fougère. Là, on en a un bel exemple aussi. Pareil pour mes parcelles de culture. On va aller voir après le prunier. Mais juste avant, une autre plante spontanée à côté de mon poirier qui est juste ici. Vous avez l'euphorbe, Euphorbia lathyris. Celle-ci, c'est l'euphorbe antitope. Alors l'euphorbe antitope, pourquoi? Parce que certains anciens, apparemment, ils l'utilisaient pour faire fuir les topes. C'est pas un message antitope.
Je sais que les tops, elles offrent des services aussi, hein. Maintenant, voilà, c'est cette plante-là, c'est l'Euphorbia latiris. Je la trouve super esthétique et avec ses camailleux de verre, là, ouais, je l'aime bien. Et puis elle se ressème, elle repousse à différents endroits. Là, vous voyez, j'ai un prunier qui a poussé tout seul. Je parlais des oiseaux tout à l'heure, mais justement, c'est les oiseaux, ils vont me planter aussi des arbres, des végétaux. Celui-là, il a poussé tout seul. Et vous voyez, il est contre la serre, ce qui fait que en fait, dans cette idée d'association végétale, l'été, il fait de plus en plus chaud maintenant. Le fait d'avoir des arbres aussi, des petits arbres à côté des parcelles de culture, plutôt du côté sud géographique, du côté nord, pardon, du côté nord géographique, pour pas que ça fasse trop d'ombre, eh bien, ça va permettre de faire quand même un léger ombrage qui va aider les cultures l'été à pas trop souffrir de la chaleur. De plus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme on a dit tout à l'heure, chaque élément remplit plusieurs fonctions, donc il fait ombrage un peu sur les cultures. Il me donne à manger par ses prunes. Il a les racines qui vont en profondeur, donc il va remonter des nutriments qui auront tendance à se lessiver dans les feuilles qu'on va utiliser sur le paillage. Donc on va re-rentrer dans des cercles vertueux où les nutriments, on va pouvoir les remettre en surface. Et toujours plein d'autres plantes utiles associées, par exemple